Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette deuxième journée de Neuroplanète. Et elle commence particulièrement bien avec cette conférence Subjectivité quand tu nous tiens, au cours de laquelle donc Lionel Nakache va aborder un certain nombre de sujets comme la maladie d'Alzheimer, comme le sommeil, comme les neuropuces. Et plein d'autres sujets également. Il va aussi interroger le poids de la subjectivité collective face aux défis économiques, politiques, sociaux et environnementaux qui sont les nôtres. Lionel Nakache, donc je rappelle que vous êtes neurologue, professeur à Sorbonne Université, chercheur à l'Institut du cerveau, vous êtes normalien, auteur de nombreux essais dont Sujet et tu là que vous dédicacerez au terme de cette conférence. Et l'échange va être animé par Franz-Olivier Gisbert, éditorialiste et écrivain. Franz, vous dédicacerez également vos ouvrages au terme de cette conférence et j'ai le plaisir de vous passer la parole. D'abord, je veux rappeler à tous ceux qui étaient là l'année dernière que Lionel Nakache avait fait un bof. Pourquoi il avait fait un bof ? Tout simplement parce que, bon, comme vous le savez tous, c'est un grand chercheur et un grand neurologue connu sur le plan international et qu'en même temps, c'est un extraordinaire vulgarisateur. Ce qui est rare, ça ne va pas toujours ensemble, mais dans son cas, ça le va très bien. Et puis là, on va parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle « Sujet et tu l'as ». Puis on va parler à travers ce livre parce qu'il traite beaucoup de sujets. Ce sont des chroniques de France Culture matutinales qu'il reprend, qu'il arrange, et puis derrière, il y a des petits commentaires hors antenne ou de glose. Et c'est un livre très amusant où beaucoup de sujets sont traités, des sujets évidemment très importants. Bon, on va peut-être commencer par une question comme ça, très, très haut de gamme, et puis après on descendra sur des sujets plus concrets. Mais c'est quoi alors la distinction entre subjectivité et conscience? Merci. On ne peut pas imaginer une meilleure première question. Bonjour et merci. Oui, c'est bien. Un naturel incroyable. On ne l'a pas préparé. Ce matin, ouais. Alors oui, peut-être effectivement, et pour poser aussi le vocabulaire qu'on utilise, notamment dans ce domaine-là, la façon de laquelle j'aborde la conscience, et je ne suis pas le seul à l'aborder comme ça, c'est de considérer qu'un individu est conscient dès lors qu'il a une vie à la première personne, c'est-à-dire dès lors qu'il peut se rapporter à la première personne des contenus mentaux, quels qu'ils soient. Par exemple, là, je vous vois, le simple fait que je sois capable réflexivement de me dire « je suis en train de vous voir », et vous aussi pour moi, par exemple, et avec Franz, eh bien, on va considérer que dès lors que nous avons des contenus mentaux subjectifs, donc rapportables à la première personne, nous sommes conscients. C'est cette définition très cartésienne de la conscience. Alors, une fois qu'on le pose, et comme Franz me le demandait, la nuance qu'on peut faire entre subjectivité et conscience, c'est la manière suivante que j'opère, c'est que lorsqu'on considère un fait de langage de rapport subjectif conscient, par exemple, je suis en train de vous voir, on peut s'intéresser à deux termes de cette phrase, de ce fait de conscience. C'est le contenu de la conscience, de quoi est-ce que moi je suis conscient à ce moment-là. Et ça, c'est la question du contenu de la conscience, on va en parler aussi, je pense. Et la subjectivité, c'est ce pas de côté qui s'intéresse à mettre le focus, l'attention, pas tellement sur le contenu que sur le sujet, sur le jeu, JE, je suis en train. Eh bien, ce jeu narratif, ce jeu, cette entité subjective, c'est ça ce que j'appelle la subjectivité, c'est dans la vie consciente, ce qui repose essentiellement sur le regard du sujet. Et ça veut dire que là, dès lors qu'on s'intéresse à ce sujet qui a un rapport à la première personne à un moment donné, eh bien ce sujet, il a une histoire, il a une construction, une identité subjective, un système de croyance du monde, de représentation. Et donc pour moi, quand j'utilise le mot de subjectivité, c'est pour faire ce focus, pas tant sur le contenu de la conscience que, si on veut l'appeler comme ça, sur le sujet conscient, sur cet individu. Oui. Vous dites qu'il y a des menaces aujourd'hui sur la subjectivité. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle est de plus en plus développée à travers le moi-je, le tout pour ma gueule, incarné par toute une, je dirais presque la nouvelle génération, je parle comme un vieux con, ou par le président de la République lui-même d'ailleurs. Je pense qu'en fait, là où vous mettez le doigt sur un truc fascinant, c'est que je pense qu'il y a une sorte de tension avec des paradoxes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a tout un ensemble de choses qu'on peut effectivement décrire comme des menaces à l'épanouissement d'une subjectivité individuelle. Pour le dire très vite, on pourrait dire qu'une des façons de relire la mondialisation, ou l'hyperconsommation, ou la vie sur les écrans, c'est aussi d'avoir l'impression qu'on est dans un système très rapide, très normatif,
où en fin de compte, même si on a l'impression de vivre à la première personne de manière un peu narcissique, finalement, ce qui repose vraiment sur notre liberté individuelle, on peut avoir l'impression que ça s'amenuise. Et dans ce cadre-là, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'impression qu'en premier regard, on peut avoir le contraire, l'impression contraire, se dire mais en fait tout le monde est libre aujourd'hui. Eh bien, on peut le voir comme une sorte de réaction presque névrotique à cette angoisse de disparition, de dire qu'en fait on est un peu tous les mêmes, quoi. Et notamment à cause de ce temps rapide, du fait qu'on réagit d'une manière extrêmement réflexe à des écrans, à des informations, etc. Et donc d'arriver à trouver la place d'épanouissement de quelque chose qui doit être vraiment ma singularité, la vôtre, celle de chacun d'entre vous. Aujourd'hui, cette menace-là, en tout cas, cette angoisse, d'après moi, elle prend aussi paradoxalement toute sa mesure, parce que justement, on est presque enjoint à être nous-mêmes, et en même temps, enjoint à être nous-mêmes, en n'ayant pas vraiment les moyens de pouvoir l'épanouir. Donc je pense qu'il y a une tension. Alors là, on est monté très haut. Là, je vous propose qu'on descende un petit peu, et on va, par exemple, descendre dans une actualité récente, c'est l'actualité de l'année dernière. Oui. C'est l'occasion d'ailleurs d'une de vos chroniques, parce que je dis c'est pas juste un livre de chroniques, parce que il y a des allers-retours sans arrêt, justement à travers ce que vous appelez le hors antenne, c'est-à-dire c'est une presse de sous-chronique après, et puis il y a la glose qui est liée à la hors antenne ou pas, etc. Mais c'est un livre très amusant. Et vous parlez de ce grand sujet qui est finalement le Neuralink. Oui. C'était l'année dernière, en janvier. Ouais. Elon Musk a annoncé qu'il y avait une puce qui avait été intégrée dans un cerveau pour faire marcher quelqu'un, enfin tétraplégique, c'est-à-dire un type qui avait les 4 membres paralysés, et ça pouvait se faire à travers un système assez compliqué. Et on voit que là, vous êtes, comme tout le monde, on ne peut qu'applaudir à ce formidable progrès. Et puis en même temps, vous pensez, peut-être contrairement d'ailleurs à Raphaël Gaillard, qui a une position plus nuancée sur le sujet, mais vous pensez que c'est une catastrophe pour l'humanité parce que ça risque de s'appliquer, ce type de technique, aux êtres bien portants pour justement ce que Raphaël Gaillard, qu'on avait hier, appelle l'augmentation du potentiel humain, l'homme augmenté, quoi. Bien sûr. Alors pour moi, c'est un cas de figure à la fois important parce qu'il est très général, qui permet de tester la manière de laquelle on peut se positionner face à des nouvelles techniques qui nous sont proposées. Effectivement, il y a un point d'atterrissage où je suis moins nuancé sans doute, mais peut-être que je peux prendre 2-3 minutes pour le parcourir. C'est qu'en fait, alors pour me présenter, c'est comme je suis pas technophobe. Je pense que je sais pas. On l'a compris. Oui, c'est-à-dire, je ne suis pas, et je pense que juste, pendant 8 ans, j'étais au Comité national d'éthique, au CCNE, et à cette occasion où on est interrogé, où on est saisi, où on se saisit sur beaucoup de questions différentes, j'ai élaboré une sorte de méthode, et j'avais publié ça dans La Croix, un papier. En fait, ce que je vais vous raconter, c'est quelque chose d'assez simple, c'est du bon sens, mais parfois dans les situations où on est sous motif d'angoisse, on a parfois du mal à faire appel au bon sens. Pour moi, le bon sens, c'est ça. C'est dès qu'on veut vous vendre quelque chose de nouveau, et on va l'appliquer à Neuralink. Première chose, c'est de se dire, est-ce que c'est fantasme ou réalité? Est-ce qu'il y a vraiment ici une performance qui peut être améliorée, qui peut être modifiée ou pas? Et le simple examen de cette première question prend parfois beaucoup de temps. Dans le livre dont vous parliez, effectivement, je vais au-delà des chroniques qui duraient 4 minutes. Je reprends par exemple l'exemple des avions renifleurs. Souvenez-vous, sous Giscard. On peut en prendre plein. Dans les pastiches de Proust, il y a une affaire du début du siècle. Oui, les avions renifleurs, entre nous, ça aurait pu marcher d'ailleurs. Ah oui, ça aurait pu. Puis peut-être que ça marchera un jour. Mais voilà, et c'est pour ça qu'il y a premièrement cette première étape de se dire, est-ce que ce qu'on est en train de nous présenter, ça repose sur du fantasme ou de la réalité? Et donc déjà, ça veut dire se poser cette première question, c'est refuser des positions a priori extrêmes, de dire je ne veux rien voir de nouveau, ou au contraire, je me prosterne devant tout ce qui est nouveau. Donc on met de côté les réactions extrêmes. Une fois qu'on pose cette première question, on peut l'appliquer à Neuralink. Eh bien, les techniques que Neuralink, Elon Musk et son équipe utilisent dans la puce dont on va parler, ça ne relève pas du fantasme. On peut commencer, et Raphaël le décrivait aussi hier, on peut commencer de manière assez précise en implantant par exemple dans des régions prémotrices, en demandant à un individu de vouloir générer un acte moteur, d'arriver à entraîner des algorithmes qui vont décoder en réalité le code en fait. Donc la puce lit dans les pensées, il transmet ça à un ordinateur. Dans les pensées, en tout cas, dans une partie des pensées, par exemple le code moteur, ce qui est déjà beaucoup en fait. Donc là, et au passage, on peut rappeler que c'est une découverte très importante, mais cette découverte n'a rien à voir avec Neuralink. C'est-à-dire Neuralink ici... Oui, ça existait déjà. Oui, c'est-à-dire que le génie de Neuralink, c'est le côté ingénierie du jeu. Oui, et ça, c'est évidemment très important, qu'à un moment donné, une solution qui a été découverte scientifiquement par d'autres auteurs, d'autres équipes, puisse avoir une sorte de voie d'aval un peu. Donc, premièrement, c'est pas un fantasme, c'est une réalité qui peut être exploitée par ça. Donc là, on franchit la première question, et jusque-là, je suis avec Neuralink, on pourrait dire. Deuxièmement, c'est évidemment, dès lors qu'on est dans la réalité,
c'est une question en médecine, on utilise toujours ce regard, la balance bénéfice-risque. Oui. Est-ce que ce qu'on nous propose, ce qu'on va en retirer de profitable, c'est supérieur au risque que l'on peut prendre? Oui, surtout, vous êtes d'autant plus inquiet qu'Elon Musk a dit que c'était un début, quoi. Exactement. Ça s'étendrait. Et en fait, c'est la fin de son histoire qui moi, me déplaît fortement. Parce que à cette deuxième étape, balance bénéfice-risque, eh bien, effectivement, si vous commencez par vous adresser à des patients, des hommes ou des femmes qui, comme vous l'avez dit, sont tétraplégiques ou paraplégiques, qui n'ont plus la commande motrice volontaire, si vous êtes capable, par une puce implantée dans leur cerveau, de restaurer une autonomie motrice, évidemment une capacité à agir sur le monde, etc., le rapport bénéfice-risque, là, il est évidemment nettement en faveur du bénéfice. Personne ne serait, ou sans doute presque personne ne serait contre ça. Donc là, c'est cette deuxième question qui est importante. Et d'une certaine manière, au-delà même de Neuralink, cette initiative, moi j'appelle ça un peu du brainwashing, comme il y a du greenwashing, c'est que c'est pas un hasard si ça commence avec l'étude de patients, parce que chez les patients, eh bien, le bénéfice, le rapport bénéfice-risque, il est indubitable, c'est certain. Donc jusque-là, moi, ces deux premières questions, Neuralink ne me traumatise pas, ne me choque pas. Je dirais le contraire. S'il y a des initiatives d'ingénierie qui permettent de mettre à disposition de patients des outils faciles à utiliser, pour lesquels il y aura aussi tout un an, eh bien évidemment, je ne peux être que favorable. Donc où est-ce que ça se gâte? Ça se gâte, j'accélère un peu, ça se gâte sur le fait suivant, c'est que, comme vous l'avez dit, le passage par les patients, c'est non seulement une proof of concept à appliquer, une preuve qu'on peut le faire, et puis aussi de l'enrober d'une sorte d'aura aussi bienveillante, c'est pour aider malades. Mais ce n'est pas ça le but ultime. Si vous allez sur le site de Neuralink, en réalité, le site de Neuralink, la formulation utilisée par Elon Musk, c'est leur but, en fait, c'est to unlock humanity. On veut déverrouiller l'humain. Et j'aimerais m'arrêter un instant sur l'expression. Parce que affirmer to unlock humanity, ça révèle déjà, au moins c'est extrêmement franc, une vision du monde. La vision du monde, c'est que l'homme ou la femme en bonne santé est en fait quelqu'un qui est verrouillé. Voilà. Oui, mais enfin, on peut dire aussi, ça va vers, on veut aller plus loin. Là, ça va avec la conquête de Mars, par exemple. Vous avez raison. Déverrouiller l'homme. Vous avez raison. Ça a deux sens aussi. Vous avez raison, mais par exemple en anglais. Ça peut avoir un sens positif. Vous avez raison, mais par exemple en anglais, le mot. Je ne défends pas Elon Musk. Je ne suis pas son représentant. Mais il nous faut débattre. C'est ça, qui est fascinant. C'est qu'en anglais, il y a cette expression qui est très connue, très utilisée en anglais, qui est utilisée en français. C'est le locked-in syndrome. En anglais, si vous utilisez le mot lock pour parler, en plus, vous allez améliorer des patients qui sont paralysés. Vous ne pouvez pas ne pas penser à ce qu'on appelle le locked-in syndrome, le syndrome de verrouillage interne. Pour ceux d'entre vous qui ont lu Le Scaphandre et le papillon ou qui ont vu le film, il y a un deuxième patient qui a écrit un livre. Donc je vous rappelle, ce sont des patients qui, le plus souvent suite à un petit AVC, mais très mal placé dans la partie haute du tronc cérébral, dans la protubérance, se trouvent en fait paralysés. Les voies motrices sont détruites. Donc les patients ne peuvent plus bouger d'un instant à l'autre, aucun des 4 membres, ne peuvent plus parler, ils ne peuvent que bouger les yeux en fait. Et donc on peut développer des codes de communication par les yeux, d'accord. Donc c'est ça le locked-in syndrome. Donc utiliser ce même vocable, parce qu'on pourrait dire plein de choses. On va améliorer, on va donner plus de manœuvres. To unlock, dire on veut to unlock, c'est vraiment poser l'idée qu'on a une conception du monde dans laquelle l'homme et la femme en bonne santé sont des gens qui sont verrouillés. Voilà. Et alors ça, effectivement, à plusieurs égards, moi je me dresse contre, je ne suis pas le seul, je ne suis pas une sorte de tigre de papier, je pense que c'est un débat qu'il faut avoir. Premièrement, ça veut dire que c'est une conception de l'homme qui est extrêmement tranchée, extrêmement critiquable. Deuxièmement, parler de unlock aussi, ça veut dire qu'on va aussi focaliser, et cet aspect-là, il me semble très important, au-delà même de Neuralink, ça veut dire qu'on décale une vision de l'humain qui va être centrée sur la performance. C'est que exister, c'est pouvoir faire des choses, c'est performer, et notamment sur les dimensions qu'on peut mesurer. Et de manière extrêmement profonde, d'après moi, centrer l'existence, la valeur de l'existence sur la valeur de niveau de performance d'un individu dans tous les domaines, on peut le faire, les gens peuvent l'utiliser, mais ce n'est pas anodin. Ça veut dire que d'autres dimensions de l'existence qui n'ont rien à voir avec le fait d'être ou pas performant, et donc ça veut dire aussi la conception éthique qu'on aura face à des individus qui vont être, par exemple, entravés dans leur performance par des maladies, par autre chose. Donc ça charrie avec nous une vision de l'homme extrêmement péjorative à mon sens. En tout cas, on peut en discuter. Et ce qui est bien dans la vie des idées, c'est que vous développez un discours et puis vous occupez une position. Donc dans ce cadre-là, pour Neuralink, je suis le projet jusqu'au patient. Ensuite, l'idée de se dire que vous ou moi, on va s'implanter une puce dans le cerveau pour être déverrouillé. Alors moi, à titre personnel, je suis violemment contre pour les raisons que j'ai données. Mais vous savez, quand j'étais à la fin du CCNE,
on nous avait demandé de faire une étude sur justement les techniques dites de neuroamélioration, c'est exactement ça, au-delà même du sujet sain, en fait, chez l'homme et la femme en bonne santé. Et on avait notamment identifié un article publié dans une revue de neurochirurgie américaine qui faisait une sorte de micro-trottoir, de sondage auprès de neurochirurgiens américains, quelques centaines de neurochirurgiens, en les soumettant à plusieurs questions. Et un ensemble de questions avait trait précisément à ça, en gros de se dire, est-ce que vous imaginez dans un futur proche qu'on pourrait implanter des dispositifs type algorithme BCI, interface cerveau-machine, dans le cerveau d'hommes et de femmes en bonne santé. Et il y avait déjà plus de 50% des gens qui étaient prêts. Vous parliez de l'intervention de Raphaël d'hier. Raphaël revenait, par exemple, sur quelque chose où là, le bénéfice-risque et l'aspect ne fait pas discussion, c'est la découverte en fait de la stimulation cérébrale profonde dans le Parkinson, Sûr, par Benhabid et Pollack. Ouais. Voilà. Donc ça, il y a des situations où on peut être tout à fait pour. Mais là, voilà, pour ces raisons-là, je serais très, très méfiant. Voilà. Bon, allez, on va continuer dans le concret. Il y a un passage que j'ai adoré, c'est ce qui s'appelle d'ailleurs c'est un petit chapitre qui s'appelle le sujet endormi. Et vous parlez du sommeil et des nouvelles découvertes sur le sommeil, d'ailleurs, qui contredisent un peu. Moi, c'est une des personnes les plus fascinantes que j'ai jamais rencontrées dans ma vie, qui était le neurophysiologiste Michel Jouvet, qui était lyonnais, et dont vous parlez d'ailleurs visiblement, que vous admirez beaucoup, et bon, qui avait fait des trouvailles extraordinaires. Mais enfin, c'est pas tout à fait ce qu'il disait quand on sait aujourd'hui que pendant le sommeil paradoxal, c'est lui qui a inventé ce mot pour rappeler le rêve. Et ben, en fait, on est beaucoup plus en contact avec la réalité qu'il le pensait lui-même. Oui, absolument. Et alors moi, je m'inscris totalement dans cette. J'ai pas eu la chance de le rencontrer directement. J'aurais pu parce que. Ah oui, j'ai rencontré plusieurs fois. J'étais fou de ce type. Ouais, vous savez, souvent, c'est dans une vie professionnelle, on croit toujours que les journalistes sont plus impressionnés par les grands acteurs ou les grands politicards. Et en fait, lui, c'était un monument, quoi. C'était puis une personnalité très forte et absolument passionnante. Dès qu'il commençait, on pouvait plus s'arrêter. Oui, ça m'étonne pas parce qu'il a écrit plusieurs ouvrages, notamment un livre un peu autobiographique qui a été publié chez Odile Jacob il y a quelques années, tout à fait. Et qui faisait apparaître une dimension très onirique du personnage lui-même. Ouais. Donc une sorte Alors, de le rêve, c'est quoi d'ailleurs? C'est toujours très intéressant parce que personne ne le sait. Ouais. Pendant ce moment-là, on a des mouvements oculaires. Oui, alors. Et puis, il y a une érection, truc très important. Absolument. Il y a le tatou qui n'a pas cette érection, mais Ouais. les chevaux, les humains, tout le monde, les hommes comme les femmes. Enfin, il y a D'ailleurs, du fait de cette érection et de la vie onirique mentale, une des hypothèses de Jouvet, là, qui était plus spéculative, c'est que dans une des peintures de grottes, type grotte de Lascaux, etc., vous avez un tableau assez tout connu. à fait, avec, on voit un oiseau qui vole, ouais, et on voit un homme endormi en érection. Et son idée, c'est que c'est peut-être la première représentation d'une expérience onirique, avec l'idée que son esprit s'envole, sort de ce corps. Alors, de ce point de vue-là, oui, il y a plein de choses à dire. Donc effectivement, la science, ce qui est intéressant dans la science, c'est que ce n'est pas un dogme qui est figé. Bah, bien sûr, ça évolue. Et donc ça évolue. Donc on est dans la danse, dans le mouvement un peu de cette recherche. Et donc les recherches contemporaines, et notamment il y a des recherches qu'on peut discuter, qu'on peut mentionner, et un travail que j'ai fait notamment en collaboration avec Delphine Oudiette et Isabelle Arnulf. Et Isabelle Arnulf, c'est une neurologue comme moi, qui elle est spécialiste du sommeil, et qui a travaillé d'ailleurs, qui avait été rencontrer Michel Jouvet, d'ailleurs à la Salpêtrière. Une des ailes du département s'appelle l'aile Michel Jouvet en hommage à son nom. Voilà. Donc, en fait, effectivement, Michel Jouvet, il fait partie de gens qui ont montré déjà, on pourrait dire, une des premières choses, c'est que quand quelqu'un est allongé, endormi, on peut imaginer que c'est un état homogène. Et déjà, Jouvet fait partie de ceux qui ont montré non. Même si de l'extérieur, ça semble être un état qui est homogène dans le temps, pendant toute la nuit de sommeil, il fait partie de ceux qui ont découvert les différents stades du sommeil. Donc, il y a des états très différents. Mais pour arriver à découvrir et à observer ces états, il faut souvent aller à l'intérieur de l'activité cérébrale, par exemple en enregistrant l'électroencéphalogramme, en mesurant des données comportementales, le tonus musculaire, les mouvements oculaires, la fréquence respiratoire. Et là, on découvre qu'il y a plusieurs stades. Et sa recherche fait quand même un peu froid dans le dos, parce que son hypothèse, c'était que le rêve était la reprogrammation génétique. Il y a toujours l'idée que quand vous mettez un animal, par exemple un jeune écureuil, vous allez l'élever dans un bloc de ciment, et puis brusquement, vous allez mettre une noisette, il sait tout de suite comment l'ouvrir. Vous prenez un furet, vous faites la même chose, vous lui présentez un lapin, il va le tuer immédiatement, etc. Bon, comme tout s'oublie dans la nature si on ne reprogramme pas régulièrement, son idée, c'était que le rêve servait à ça, et c'est un peu confirmé d'ailleurs. Quand on a enlevé le point bleu, on a découvert que les chiens, d'ailleurs tous ceux qui ont des chiens ou des chats, savent que le chat rêve de tuer des souris, et le chien, il est toujours en train de courir après quelqu'un. Oui, absolument. Alors, c'est le fait de pouvoir simuler mentalement, là aussi on revient
au thème général de la conscience, de la subjectivité, ça veut dire Bien sûr, on est d'avoir dedans, une vie à la première complètement. personne. Donc de s'imaginer être en train de poursuivre une proie pour un chat, etc. Le faire sans avoir besoin de bouger son corps et le faire en étant capable d'envisager plein de scénarios différents dans lesquels ça marche, dans lesquels ça marche pas. Depuis longtemps, ça a été confirmé, ça a été envisagé comme une sorte d'expérience de simulation virtuelle, mais de l'intérieur. On simule des scénarios qui nous permettraient de pouvoir nous développer aussi une acquisition, des performances, par exemple, pour ces comportements-là. Mais au-delà de ça, peut-être l'aspect génétique, il était dans un cadre aussi, vous savez, où dans les années 60-70, on est en plein dans la période vraiment de la découverte du code génétique. Donc d'avoir l'impression que tout est dans les gènes. Les gènes sont évidemment fondamentaux, mais il y a tout ce qu'on appelle l'épigénétique qui était moins exploré encore à ce moment-là. Donc la vision du rêve qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en réalité, pendant le rêve, on a cette expérience consciente à la première personne. Jouvet avait montré que c'était surtout pendant le sommeil paradoxal. Depuis, on sait qu'il y a des épisodes de rêve à d'autres stades. Simplement, les rêves les plus narratifs, les plus mémorisés, les plus cohérents, les plus longs dans le temps, sont effectivement plutôt dans cette période. Ils font 90 minutes en 3 séquences dans la nuit. Voilà. On rêve tous 90 minutes. Hein. Alors, plus ou moins, on va. Plus ou moins, oui, Oui, c'est ça. et ça dépend parce qu'il y a aussi des c'est troubles pas du lié sommeil. à la durée du sommeil. C'est-à-dire Non, qu'on mais peut dormir très peu et les 90 minutes, on peut les avoir quand même. Exactement. Par exemple, c'est lié à la qualité du sommeil. Si par exemple un trouble du sommeil très fréquent qu'on appelle les apnées du sommeil, eh bien dans les apnées du sommeil, on ne va pas pouvoir gagner en fait très facilement ni les phases de sommeil très profond, ni du coup le sommeil paradoxal. Donc il y a toute une sorte. D'où le mal à la tête le matin. D'où le mal à la tête aussi. bien sûr. D'où autre chose, c'est qu'on a découvert qu'en fait pendant ces différentes phases de sommeil, pas uniquement le rêve, mais le sommeil profond, il va se passer, et je pense qu'on l'avait évoqué peut-être l'année dernière, mais il y a ce phénomène qu'on appelle le replay. C'est qu'en fait, votre GPS cérébral, parce qu'on a une sorte de GPS dans les hippocampes, se rallume et rejoue les trajectoires que vous avez parcourues en fait, la période de veille qui précédait. Donc, vous rejouez le code spatial de vos trajectoires. Et ce phénomène de replay, il n'est pas uniquement important pour arriver à se souvenir des trajectoires, mais il est très important pour se souvenir de ce qu'on a vécu lorsque nous étions là où nous étions. Autrement dit, pendant le sommeil, il y a une consolidation des souvenirs, ce qu'on appelle de la mémoire épisodique. Et donc là, il y a des liens très profonds entre la qualité du sommeil et la qualité de votre jeu, JE, de votre subjectivité, de pouvoir construire et consolider qui vous êtes à vos propres yeux, en fait, parce que vous avez vécu. Bon, une conférence avec Lionel Nakache, c'est très chiant parce qu'il est passionné, absolument passionnant. Il y a 50 questions, là, j'en ai partout. J'aurais pas dû préparer tout ça. Plus bref. Non, mais c'est pas ça. Mais non, parce que moi, je bois ses paroles. Donc, puis je crois que tout le monde les boit. Donc, mais je vais aborder 2-3 sujets comme ça, si vous pouvez être rapide, parce que je vais être rapide. Je pense que la maîtresse d'école va nous taper dessus. Hein, elle va nous virer si on continue. Donc, mais c'était trop passionnant et merci. Mais juste comme ça, petite question. J'ai adoré ce petit passage sur les forces de l'esprit. Vous citez la phrase de Mitterrand. 31 décembre 1994. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera mes vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Ouais. C'est génial, les forces de l'esprit. C'est génial. Et puis cette phrase, on est beaucoup à l'avoir entendue. Non, mais nous, on le sait, les morts ne nous ont pas quittés. Nos parents morts ne nous ont pas quittés, on est toujours avec eux. Oui, et évidemment, je fais le pas de côté par rapport à Mitterrand, parce que là, évidemment, dans ce contexte de fin de vie et de conception très, très également spiritualiste au sens général du terme, et c'était très émouvant, je me souviens très bien de cette scène. Et ce que je voulais dire dans cette chronique, c'est que les forces de l'esprit, on peut également les envisager d'un point de vue très matérialiste, ça veut dire lié aussi à l'activité de votre cerveau. Et ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante, je le fais très rapidement. Si vous vous intéressez à l'hypnose, par exemple... Il a peur lui aussi, maintenant. C'est ça, j'ai intégré. Donc, si vous vous intéressez à l'hypnose, à la force de l'imagination, au rêve, eh bien ça, ce sont toutes les situations dans lesquelles cette force de l'esprit, elle se manifeste quotidiennement. Et on peut effectivement s'arrêter là et envisager à quel point ces éléments sont riches pour le développement de notre subjectivité. Et de ce point de vue-là, la simple idée que j'aimerais communiquer, c'est qu'en permanence, la façon de laquelle nous percevons le monde, même là maintenant, c'est un mélange. Moi, j'aime bien parler de la double échelle de la perception. C'est-à-dire que le monde extérieur, vous êtes bien là, il y a des bonnes raisons de penser que vous êtes là, on pourra en discuter, qu'on n'est pas dans un scénario de Matrix, que vous êtes vraiment là. Mais en réalité, et moi aussi, mais donc en permanence, il y a le monde extérieur qui monte en vous, qui vient imprimer des choses depuis l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler la voie montante, la voie bottom-up. Mais en même temps, on a une voie descendante, alors qui ne va pas descendre jusqu'à vous, mais qui, dans mon cerveau et dans votre cerveau, va influencer des régions les plus élaborées, celles qui sont liées à votre identité, à vos croyances, à vos souvenirs, à votre désir, etc., vont modifier ce qui se passe dans les régions inférieures. Donc, vous imaginez qu'en permanence, l'information circule dans les deux sens. Elle vient du monde extérieur, on pourrait dire du monde objectif, elle monte en vous,
Et en même temps, de manière irrépressible, vous allez modifier ce qui se passe, etc. Et cette double échelle, eh bien, quand vous êtes en train de rêver, c'est essentiellement la descente qui arrive. Quand vous imaginez, c'est essentiellement la descente. Mais quand vous êtes, en fait, comme ici, éveillé, eh bien, il n'y a pas uniquement le monde qui monte en vous. C'est pour ça que tout le monde ne le perçoit pas de la même façon. Et il y avait un psychanalyste français qui s'appelle Récamier, Paul-Henri Récamier, à qui on accorde, s'attribue cette phrase que j'adore, c'est de dire que la perception, c'est une hallucination réussie. Et de ce point de vue-là, c'est une phrase très profonde. Je ne suis pas sûr qu'il l'affirmait dans la même perspective, mais hallucination réussie dans le sens où, effectivement, il n'est pas faux de dire qu'une partie de ce que nous percevons à chaque instant ne vient pas du monde, mais vient de nous. Et j'appelle ça, moi, le cinéma intérieur. On peut montrer vraiment toutes les facettes. Là, je suis déjà trop long. Non, non, non. Voilà. J'ai posé la dernière question. Oui. Hein, comme ça, parce que comme ça, on a fait le boulot, là. Comme ça, c'est bien. Allez. On va donner la parole au public quand il y aura encore un peu de temps pour poser des questions. Mais dernière question, c'est la fin de vie, qui est un sujet d'actualité. Oui. Et là, vous craignez, parce que ça me fascine, parce que c'est un vrai sujet, ça me concerne en ce moment avec mon hernie discale, mais c'est un vrai sujet, vous craignez, à travers tous les projets qui sont en cours, vous craignez ce que vous appelez la pression normative. Oui, alors pour moi, c'est une question très profonde en médecine en général, d'ailleurs au-delà de la médecine, et dans la question de la fin de vie, elle est pour moi très profonde. Alors là aussi, quand on aborde des sujets qui sont des sujets vraiment parfois très clivants, il est important, d'après moi en tout cas par souci aussi d'honnêteté, de ne pas avancer masqué. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous vendre un discours qui vient maquiller une position dogmatique. Je ne suis ni dans un camp ni dans l'autre. J'ai été un des experts mandatés par le Conseil d'État pour l'affaire de M. Vincent Lambert, qui avait défrayé la chronique en France, évidemment, pour plein de raisons. Je ne vais pas en parler à titre pour garder mais pour dire que ce sont des sujets face auxquels je suis commis comme médecin, comme chercheur, etc. Et je ne suis pas non plus un médecin qui... Je ne travaille pas dans une unité de soins palliatifs. Donc ce que j'exprime, c'est ma réflexion nourrie par ma pensée, donc par ce mélange subjectif-objectif de qui je suis. Voilà. Donc ce qui m'est arrivé de voir, moi, comme patient, c'est de voir toutes les trajectoires de vie. Vous pouvez avoir des personnes qui, à titre personnel, disent « Moi, s'il m'arrive ça, je veux pouvoir avoir les moyens de partir. » Et à titre personnel, je trouve que chaque position s'entend. Et j'ai vu des gens comme ça qui ont changé d'avis. Ma mère, par exemple. Par exemple, vous m'avez dit rapidement hier, et je pense, moi, à un monsieur plus âgé, plus âgé, je ne sais pas, mais un monsieur âgé, et qui s'était inscrit dans une position extrêmement déterminée, et qui, quand il a été touché lui-même, en fait, a fait preuve d'une sorte d'envie de vitalité qui était difficile à prévoir. Mais attention, je dis ça dans ce sens-là, mais le sens inverse existe aussi. Vous pouvez avoir des gens qui, au nom de différentes repères de vie, de croyances religieuses ou pas nécessairement religieuses, se mettent dans une position différente et qui, quand elles sont en situation, vont changer d'avis. Voilà. Donc, juste ce que je veux dire, c'est que d'abord, on a du mal à pouvoir anticiper ce qu'on va vouloir faire. C'est pour ça, par exemple, que les directives anticipées, qui sont un progrès, mais un petit progrès, une des contraintes, c'est qu'il faut les refaire tous les 2 ans. Pourquoi les 2 ans ? C'est pas un permis de conduire. C'est de se dire, on sait que le regard sur soi-même peut changer. Quand on est malade, il y a des phénomènes d'adaptation à la maladie qui sont très difficiles à anticiper, en fait, chez les bien portants. Des personnes totalement paralysées, si on fait un micro-trottoir, personne ne voudrait être comme ça, souvent, mais lorsqu'on interroge des personnes qui sont vraiment comme ça depuis des années, beaucoup d'entre elles, pas toutes, mais beaucoup d'entre elles rapportent en fait un sentiment de bien-être, de qualité de vie, de joie de vivre parfois, qui sont difficiles à comprendre lorsqu'on n'est pas affecté. Donc, juste pour dire attention. Alors, là où je veux arriver, c'est que moi, ce qui me fait un peu peur, comme pour Neuralink tout à l'heure, ces situations où l'individu ou ses proches sont très fragilisés, je crois qu'il faudrait éviter des situations où le comportement collectif dominant, accompagné par des réflexions, des lois, tout ce que vous voulez, fasse peser de manière implicite ou explicite ce que j'appelle une pression normative. En gros, quelque chose qu'on pourrait reformuler de la manière, vous savez, mon petit monsieur, ma petite dame, dans l'état dans lequel vous êtes, là, il faudrait quand même faire comme 95% des gens, et on circule. Là. Et quand on a juste l'échange dans ces situations de grande fragilité, voilà, où il y a plein de questionnements aussi, souvent quand c'est des proches qui se disent, mais si par exemple la personne ne peut pas communiquer, eh bien, donc moi, une fois de plus, la chose qui me préoccupe le plus, c'est pas tellement qu'un truc finisse dans une loi. Et à titre d'exemple, la loi Claes-Leonetti en France, c'est une loi qui est extrêmement large, en fait, qui autorise beaucoup de choses. Donc je répète, je ne suis pas contre un changement en soi d'une loi. Simplement, ce qui me préoccupe le plus, c'est que lorsqu'on change ou qu'on modifie, qu'on ait en tête non pas une sorte de principe abstrait, déconnecté des gens, mais être capable de suivre la trajectoire d'un individu ici et maintenant, d'une personne, en fait, pas d'une cause. Voilà.
Et ça, c'est un élément qui me semble extrêmement important, d'où l'aspect pression normative. Oui. Mesdames, Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup. On vous applaudit. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, je vous confirme, hein, nous avons vraiment bu vos paroles à tous les deux et merci beaucoup pour cette très belle conférence. J'imagine qu'il y a des questions. Oui, on va commencer par ce côté-là. Bonjour, Jean-Michel Benatar, je suis médecin. Il y a quelques années, il me semble me souvenir qu'on avait fait une étude sur ce que pensaient 5 personnes qui présentaient un locked-in syndrome. Et ces 5 personnes-là disaient qu'elles étaient heureuses de vivre. Alors je voulais savoir si je me souviens bien de l'article et ce que vous en pensez. Alors merci, en fait, vous faites référence, merci. Ça nous permet, on n'est pas de connivence, mais ça permet de développer une réponse que j'ai. Comme j'étais long dans mes réponses, voilà. Donc effectivement, quand j'ai mentionné, en fait, juste à l'instant, il y a quelques minutes, j'avais en tête, c'est des collègues belges qui se sont intéressés. Alors en France, il y a une association qui s'appelle ALIS, A-L-I-S, qui est l'association des patients qui sont atteints du locked-in syndrome, A-L-I-S. Voilà. Et ses collègues, et notamment il y avait aussi un orthophoniste remarquable français qui s'appelait Philippe Van Écoute, qui était un homme vraiment hors du commun pour aussi essayer d'aider les patients et leurs familles, qui est depuis décédé. Et donc lui et mes collègues belges ont fait l'étude dont vous parlez. Donc en gros, c'est une étude, le groupe de Steven Loreys à Liège, en Belgique, qui consistait en fait à sonder la qualité de vie de patients qui sont en locked-in syndrome depuis quelques mois, depuis une année, etc., depuis plusieurs années. Et comme vous voulez, alors ce qui est étonnant, c'est le chiffre que vous avez retenu. C'est que du coup, vous avez plein d'échelles de qualité de vie. Alors, les échelles de qualité de vie, on finit dans un truc un peu à l'américaine qui peut être un peu du style. Alors, vous avez une échelle de 0 à 10. 0, c'est le pire jour de votre vie. 10, c'est le meilleur où vous êtes. Voilà. Donc, mais vous en faites beaucoup et vous essayez de voir ce qui se passe. Et ce que les collègues ont observé, alors l'effectif, je n'ai plus le chiffre exact, mais c'était une soixantaine de malades, hein, entre 60 et 70, je crois. La majorité des patients rapportaient sur toutes ces mesures de qualité de vie des mesures qui étaient à droite, ça veut dire qui étaient du côté d'une vie appréciable. Et vous aviez même une minorité, mais qui rapportait en fait un bonheur d'existence comme il n'en avait jamais éprouvé avant d'être dans cette situation. Mais le chiffre 5, si je ne me trompe pas, c'est qu'il y avait à gauche 5% des malades, donc 3 ou 4, là, 5% des malades qui en fait exprimaient le désir absolu de pouvoir en finir. Voilà. Et donc c'est étonnant parce qu'en fait, donc vous avez retenu ce chiffre, on pourra vérifier dans le PDF de l'article. Mais donc ça, c'est simplement pour vous dire, parce que mes collègues, notamment Steven Loreys, ce qu'ils faisaient pendant longtemps, c'est dans des conférences comme celle d'aujourd'hui, de finir la conférence par une échelle analogique, 2-3 échelles, pour avoir les scores des individus. Une fois qu'on vous explique ce que c'est que cette situation, aujourd'hui, de la hauteur de votre subjectivité consciente, quelle serait votre position pour vous-même ? Et évidemment, l'idée, c'est que vous avez une immense majorité des gens qui vont dire, moi, je ne veux pas entendre, je ne veux pas traverser une telle expérience, je ne veux pas ça. Et donc, c'était de confronter la discordance, en tout cas l'écart qu'il peut y avoir. Et comme vous savez, en médecine, mais je pense dans la vie en général, quand on interagit avec les autres, il faut se soucier des autres. Mais se soucier des autres, ça veut dire faire attention à qui ils et elles sont, mais en essayant également de ne pas projeter sur eux ce que vous êtes, ou ce que vous pensez qu'ils sont. Et donc c'est toujours une question très difficile, et dans ces situations asymétriques que sont la médecine, de ne pas avoir un regard qui va projeter sur une situation ce que vous considérez comme étant la réponse audible, et en négligeant les autres. Merci beaucoup. Nous avons une question de ce côté, on vous écoute, monsieur. Bonjour. Bonjour. Du point de vue des neurosciences et de votre point de vue en particulier, comment expliquer les phénomènes d'emprise et de manipulation mentale, aussi bien sur le plan individuel que collectif, et y compris sur des personnes pourtant très instruites et très cultivées? Alors merci. Alors en fait, la difficulté, c'est qu'on me torture. On me pose des questions passionnantes, mais extrêmement complexes. Et on vous demande d'y répondre en 2 voilà, minutes. Non, 15 secondes. Voilà. Il peut répondre en 15 secondes. Et on compte Allez, pas on va le faire. Non, alors, évidemment, premièrement, je n'ai pas la réponse, si on avait la réponse, mais on peut avoir des éléments de réponse. Un des éléments de réponse, c'est le suivant, c'est que moi, mon activité, notamment en recherche, en soins, elle est beaucoup centrée sur le fonctionnement, disons, cérébral, on va dire, d'un individu. Mais évidemment, pour arriver à rentrer dans les phénomènes que vous explorez, il faut s'intéresser à la cognition sociale, en fait, à des réseaux d'individus, pas seulement quelqu'un devant
son livre ou tout seul dans sa chambre, ou qui rêve la nuit en fermant les yeux. Et dès qu'on rentre dans les aspects interindividuels, on découvre énormément de phénomènes assez fascinants. Alors, il y a des faits dans la question d'emprise et d'adhésion à des idées sectaires ou complotistes ou ce que vous voulez. Il y a plein de couches de phénomènes qu'on pourrait explorer. J'aurais pas le temps de le dire. J'aimerais insister juste sur une idée. Et c'est une idée que je développe aussi dans ce livre-là. C'est que je vous la partage. C'est que un des concepts clés pour arriver à faire évoluer notre pensée, à changer d'avis, être capable, c'est la question du doute. Voilà. Est-ce qu'on est capable de douter de ce que nous pensons? Voilà. Et dans cette, c'est pas nouveau ça, c'est pas le 21e siècle, il n'y a ni les neurosciences qui ont inventé ça. Par contre, ce qui me semble nouveau et lié au mode de fonctionnement et d'accès à l'information, c'est que d'habitude, quand on doute, on distingue deux choses. Je le fais de manière extrêmement rapide. C'est que d'un côté, vous avez des informations auxquelles vous accédez pour forger votre jugement. Et puis, il y a une deuxième étape qui est vraiment votre travail interprétatif, votre logique, votre raisonnement, vos repères, etc. Donc, on peut dire qu'on a deux grandes étapes. La qualité de l'accès à l'information et puis le travail interne de métaboliser l'information pour... Et donc, quand on a ces deux étapes, on peut facilement se dire, eh bien, l'accès à l'information, c'est l'accès aux données. Et là où je vais exercer surtout le doute, c'est la deuxième étape, c'est mon travail interne. Parce que je peux me tromper, comme en maths, vous faites une erreur dans un problème. Ah oui, je comprends, ah oui, mon principe n'était pas logique, etc. Et ce qui me semble aujourd'hui contemporain, c'est qu'on a une sorte d'illusion d'un accès immédiat à l'information. Les écrans, etc., que maintenant il se passe quelque chose, quelqu'un qui se fait écraser en Normandie, vous le saurez dans 10 minutes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une illusion, pour plein de raisons, et on peut discuter l'aspect illusoire, que la première étape d'accès à l'information, qui a longtemps été difficile, les temps de trajet d'information, la censure, le contrôle idéologique, il y a plein de raisons, dans plein de situations dans lesquelles on n'avait pas cet accès. Et mon idée, c'est que je pense que du fait qu'on a cette illusion en partie réelle d'un accès à l'information, du coup, on a moins de raisons de douter de l'information. Et cette levée du doute sur l'accès à l'information, elle bave sur la deuxième étape. C'est que, et on voit souvent ça en psychologie, c'est que quand on doute moins dans une étape, eh bien, cette absence de doute, il se répercute sur quelque chose qui n'est pas vraiment la question à laquelle vous vous posiez. Et donc, la deuxième étape, celle de notre interprétation subjective, on a moins de raisons d'en douter parce qu'on a l'impression que, comme on a moins de doutes sur l'accès à l'information, du coup, ce qu'on en fait doit être aussi moins suspect d'erreur, moins entaché d'erreur. Et il me semble qu'une partie des difficultés des débats, ça veut dire le débat, c'est quelqu'un qui vient faire face à quelqu'un d'autre, qui a une représentation du monde, qui peut l'argumenter, et qui est capable d'envisager de pouvoir évoluer. Eh bien, cette rigidification des débats, dans des positions très campées, très binaires, très clivées, elle me semble en partie liée au fait qu'on a moins, en caméra subjective, l'impression de la nécessité de douter de notre qualité de travail interprétatif. Voilà, on pourra en discuter davantage, évidemment. Merci beaucoup. On peut applaudir, Merci. tout à fait. Et nous repartons de ce côté-ci. Merci. On vous écoute. Bonjour et merci. Une question pas très simple non plus par rapport à la subjectivité. Quid de qui je suis, la perception de qui je suis et la perception de l'extérieur sur le jeu? Alors ça, c'est aussi une question fascinante. Alors, c'est à laquelle... Je ne m'aide pas. D'ailleurs, alors, je ne fais pas... Mais on peut traiter ça en 5 secondes, sérieux. Mais non, on peut, oui, c'est ça. Il y a une, dans ces chroniques, il y avait une série de chroniques vraiment sur cette question, sur la question de la connaissance, du rapport, parce que c'est vraiment ce qui me fascine moi et ce qui m'intéresse tout le temps, c'est la mise en tension de ce qu'on pourrait appeler le subjectif et l'objectif. Il faut garder les deux, en fait. Si vous n'êtes que subjectif, vous êtes une sorte de créature narcissique qui est contrainte par rien. Et si vous êtes complètement un homme unidimensionnel qui est face à subjectivité, là aussi, donc l'exercice difficile, c'est de maintenir les deux, de se dire, je suis une créature subjective, mais je ne résume pas le monde, en fait. Et donc, quand vous posez cette question, c'est qu'on peut se poser cette question de la connaissance, donc le rapport du subjectif à l'objectif, mais vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, une sorte de boucle sur nous-mêmes. Et donc, du coup, cette question de la connaissance de soi, on a deux manières de l'aborder. Soit une voie purement interne, une voie purement introspective, où vous dites, comme vous le disiez parfaitement, qui je suis à mes propres yeux. Mais vous pouvez également utiliser le jargon que des collègues philosophes ont utilisé, qu'on utilise, c'est l'idée d'hétérophénoménologie. C'est l'idée de pouvoir décrire à la troisième personne ce qui se passe dans une première personne. De voir, en gros, quand vous percevez le monde, quand vous rêvez, etc., quand vous changez d'avis. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en faillite subjective de croyances, etc. Qu'est-ce qui se passe donc d'avoir une description à la troisième personne de vous-même? Et on peut évidemment se livrer à cet exercice vis-à-vis de nous-mêmes. Un peu « je est un autre » et vous voyez. Et donc je pense que pour répondre à la question, il faut arriver à tenir les deux fils de la question. Ça veut dire ne pas renoncer à garder votre regard sur vous-même, mais pouvoir l'alimenter par un regard de vous-même qui se fait depuis l'extérieur. Et à mon sens, c'était le sens d'une des chroniques,
Ça permet de donner aussi un nouvel éclairage à la devise socratique, le « connais-toi toi-même ». Parce que pour moi, ce qui m'a toujours fasciné dans le « connais-toi toi-même », c'est que l'idée de se poser la question « connais-toi », c'est super. Mais pourquoi toi-même ? Ça veut dire quoi ? Et c'est pas juste un effet de traduction. Dans les différentes traductions grecques, latines, on le retrouve. Et donc, d'après moi, c'est qu'en fait, faire une description de soi-même à la troisième personne, tout le monde peut la faire d'une certaine manière. On n'a pas besoin de vous ou de moi pour le faire. Mais l'enjeu de la connaissance de soi, c'est que ce travail, il soit conduit par la créature subjective elle-même qui cherche à se connaître, autrement dit. Et donc là, on arrive exactement, pour moi, dans le sens de votre question, c'est comment arriver à maintenir cette tension subjectif-objectif appliquée à vous-même. Et donc d'arriver, et si vous le faites, vous vous rendez compte que c'est une aventure infinie, parce que si vous vous connaissez mieux, vous ne serez pas vraiment le même, et donc il faut continuer à vous connaître, parce que vous avez changé, et donc on est dans une boucle sans fin de la connaissance, et c'est ça la connaissance, c'est quelque chose qui est ininterrompu, on disait que sur le sommeil, mais sur tout autre sujet, et ce qui n'empêche pas d'avoir des jalons qui à un moment donné sont établis une fois pour toutes, de consensus scientifique, on a eu des illustrations dans le Covid ou autre chose, à quel point il pourrait y avoir des faillites d'adhésion à cette conception-là. Donc la science, c'est ça, et la science de soi, c'est pas un renoncement au subjectif, c'est de pouvoir vraiment, c'est ça ce qui moi m'anime, c'est de vous rester debout sur vos pieds comme une créature subjective, mais vous essayez d'enrichir votre connaissance du monde et de vous-même. Voilà. Merci. Merci Alors beaucoup. nous repartons derrière moi, madame, on vous écoute. Bonjour, Lise Conrad-Pasquini, pédopsychiatre, psychanalyste. Voilà, je voulais rebondir sur la fin de votre intervention, sur la posture médicale et psy, sur la question de la réceptivité la plus large. Et merci. Et vous aviez une question précise ou bien c'était un... D'accord. Ah ben, j'adore votre rebondissement. Non, mais plus sérieusement, effectivement, je pense que là aussi, par exemple, on parlait hier et Raphaël sur les soins psychiques, notamment par la psychiatrie et les soins psychiques. Il y a un point essentiel, c'est qu'effectivement, c'est extrêmement important dans ce travail-là, d'abord de défendre en fait une qualité de soins psychiques en général, et notamment, comme vous le disiez, et au-delà simplement même strictement de la psychanalyse ou d'une chapelle théorique particulière, mais dans l'interaction avec les patients qui souffrent de troubles psychologiques, là aussi, il y a quelque chose qui me semble rebondir sur la question précédente, c'est qu'à mon sens, là aussi, on a des écueils. Donc souvent, la solution, en tout cas pour moi, c'est peut-être un homme de mise en tension. Et un des écueils, c'est le suivant, c'est que face à quelqu'un qui vous livre sa vie subjective, vous pouvez vous dire, mais ce qu'il me raconte, c'est des choses minuscules, ça n'intéresse que lui, c'est même pas sûr que ses souvenirs soient exacts, donc on le met de côté. Soit au contraire, vous pouvez prendre ça comme argent comptant et donc être dans une distance nulle ou infinie, si vous voulez, face au discours. Mépriser le discours du patient ou au contraire dire que tout ce que me dit le patient est vrai. Voilà. Et je pense que le travail de psychothérapie en général, eh bien, il commence dès lors qu'on abandonne ces deux positions et qu'on se dit ce que la personne qui est en train de souffrir me raconte, c'est extrêmement précieux parce que c'est ce qu'elle vit elle-même. Mais pour arriver déjà à lui être utile et à nourrir une relation aussi authentique, ça ne veut pas dire que ce que la personne m'énonce doit être pris au pied de la lettre nécessairement. Et que le travail psychique, donc pour moi la réceptivité, c'est aussi ça, c'est mettre la personne en situation de se sentir en confiance pour pouvoir livrer un discours subjectif et voir ce qui va en ressortir dans ce rebondissement, comme vous disiez. Voilà, je ne pourrais pas développer plus là dans le temps qui nous est imparti, mais merci pour votre question. Nous allons prendre une dernière question. Il nous reste moins de 2 minutes, donc une question courte et une réponse courte, s'il vous plaît. On vous écoute. Alors, je vais essayer de faire une question courte, mais je doute que la réponse puisse l'être. J'aimerais avoir votre regard vis-à-vis de comment cette subjectivité peut aider en fait à la mise en application des lois, et notamment celle de 2005 sur l'accessibilité, qui malgré un texte qui est évident pour tout le monde, se transforme en des retards d'accessibilité terribles, notamment pour les personnes vulnérables, dites vulnérables d'ailleurs, et leurs aidants. Merci pour je vous cette remercie, question. voilà, 1 minute 13, mais là je n'aurais qu'une chose à dire, c'est qu'effectivement, c'est, à vrai dire, c'est plutôt une déclaration qu'une question, et je trouve, évidemment, et je pense en même temps que peu de gens contesteraient cela, en tout cas j'espère, que ce type cette loi sur l'accessibilité, et même les principes qui la gouvernent, ce sont des principes qui doivent être en fait partagés et défendus de manière extrêmement active. Une chose là-dessus, je surveille le chronomètre. On parlait de Neuralink, etc. tout à l'heure, qui n'a rien à voir. Mais pour moi, un des points,
c'est que dès lors qu'on trouve, par exemple, une solution qui va pouvoir aider des personnes, et on considère que ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Deuxièmement, on considère que la balance bénéfice-risque est favorable. Je ne vous ai pas dit, mais il y a 2 autres questions qu'il faut se poser. Et dans ces questions-là, il y a comment est-ce qu'on va mettre en place une solution qui va être équitable et juste pour l'ensemble d'une population. Et aujourd'hui, on pourrait dire il y a une forme de crise de la représentativité qu'on voit dans certains pays qui, de manière décomplexée, commencent à se dire oui, on peut tout à fait envisager que ce soit très différent, le remboursement, la sécurité sociale, la couverture médicale. Donc il y a cet aspect-là d'arriver, et puis de voir aussi ce que ces nouveaux moyens vont permettre de mettre en place comme solution, mais aussi comme nouveau problème. Voilà. Donc voilà, je m'arrête là, 3 secondes, mais je suis d'accord avec vous. Merci Lionel Nakache. Merci Merci parce que... Merci beaucoup. Merci. Merci. Le mot de la fin, Franz. C'est toujours génial, d'ailleurs, comme les livres. Hein. Il faut lire Le Nouvel Inconscient, notamment son chef-d'œuvre, et puis son dernier né, si on peut avoir Sujet la couverture. et tu là, qui est un excellent livre. Mais on a envie vraiment de passer la journée. Il faudra faire ça un jour. C'est sûr. Une Avec journée plaisir, avec avec Lionel Nakache. En tout cas, excellente merci, idée. ça fait tellement Merci bien. Merci infiniment. Merci beaucoup. L'ouvrage, Lionel, que vous allez dédicacer dans quelques minutes, Sujet et tu là.